Moi, les films pour moi ou les trucs que je fais ou la scène, enfin les projets que j'ai, c'est comme des bébés. Donc on les protège et puis on sait ce qui est bon pour eux en fait. Donc c'est-à-dire que du coup être réel en fait c'est répondre à 1000 questions par heure, hein, la couleur de la moquette, quel acteur, machin, quel cadre, quel nénia, jour nuit, refaire nénia, quelle prise et ben on sait et miraculeusement on sait. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Une voix de radio finalement. T'as fait de la radio ? J'en ai fait un petit peu, ouais, sur Europe 1, il y a longtemps maintenant. Bon, voilà, j'ai toujours, c'est marrant, c'est un truc que j'aurais bien voulu faire, mais bon, ça s'est pas présenté, pas plus que ça. Plutôt télé. Oui, et ouais, moi c'était la télé. La télé. Ouais. Anne, bienvenue. Eh bien, j'allais dire pareil, mais non, en fait, je suis chez toi. Anne, tu joues actuellement dans un spectacle qui s'appelle Anne de Pétrini. Bon, il n'y a pas de nom, mais en vrai, pour les spectacles, on se souvient pas tellement du nom, si. On dit, je vais voir un tel, non? Ouais, je suis d'accord. Plutôt que T'as décidé de pas le nommer. Bah, comme j'avais pas d'idée, plutôt que de faire un truc que j'allais regretter, que j'allais voir afficher, en me disant, je me suis dit, bon, bah, vas-y, on fait l'impasse et on verra bien. T'as eu une longue carrière, à la télé, avant ça. Ouais. Puis au cinéma, t'as réalisé 3 films, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, t'en parles dans ton spectacle et tu dis que t'as toujours du mal à te présenter comme réalisatrice, à dire que t'es réalisatrice. Oui. Et en fait, c'est ta première fois. T'as écrit un bouquin et c'est la première fois que tu passes sur scène. Oui. Ouais. Comme quoi, l'écriture, ça ouvre, c'est la base de tout. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vraiment mon socle. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que t'as toujours écrit, de toute façon. Toujours écrit, et c'est vrai que ça m'a, oui, c'est ça qui m'a ouvert des portes. Enfin, même le cinéma, c'est parce que j'avais écrit au début. Un scénar. Oui, exactement. Et pareil, à l'époque, j'avais du mal à me dire scénariste. Bon, mais et puis après c'est marrant, les choses me sont arrivées par accident. Enfin, je dis par accident, mais quand on relit son parcours, souvent en fait on comprend qu'on allait quelque part même si on le savait pas sur le moment. C'est-à-dire que par exemple, tu veux dire par là ? Eh ben par exemple, la réalisation, moi, j'aurais même pas, je savais même pas ce que ça voulait dire, en fait, à l'époque, quand j'ai écrit mon premier scénario, Il reste du jambon, et c'est le producteur qui m'a dit, comme il trouvait pas, en France, il y a assez peu de réalisateurs seuls, c'est beaucoup des auteurs-réalisateurs. Oui. Et comme on trouvait pas de faiseurs, enfin, de réalisateurs, il m'a dit, t'as qu'à le faire. Et là, c'est ce qui m'est arrivé de nouveau, en fait, avec le livre. On m'a dit, t'as qu'à monter sur scène avec ça. Et sur le moment, je fais genre comme si vraiment ça me tombe du ciel, mais je pense que non. Je pense qu'on on a un peu posé des jalons sans s'en rendre compte. Je t'avais entendu il y a, je crois, un an et demi quand le bouquin est sorti sur France Inter, je crois, où tu disais j'aurais bien aimé faire du stand-up, mais je sais pas trop comment faire, etc. Boum. Oui.
Bah oui, parce que ça fait longtemps que je caresse cette idée, mais à chaque fois, j'ai ce truc à me dire, oui, mais pour dire quoi? Qu'est-ce qui va faire la différence? Pourquoi les gens auraient envie de dépenser de l'argent et de venir s'asseoir? Je trouve ça très prétentieux, en fait. La salle était pleine, hein, quand je suis venu voir. Oui, mais je trouve la démarche, mais pareil de toute façon, j'ai un souci avec ça, mais ça m'est personnel. C'est pareil sur les réseaux, à chaque fois de poster un truc, à chaque fois je me dis, mais quel intérêt, en fait, de se publier comme ça, soi-même, comme si on était digne d'intérêt a priori, en fait. Je trouve ça bizarre, moi. Mais en fait, t'as fait de la télé dans les années 90, tu vois. Pour moi, c'est vraiment, tu vois. À la fin des années 90. À la fin des années 90, pardon. Non, mais tu vois, je dis ça parce que pour moi, c'était un peu c'était l'endroit où en fait, t'étais une personne publique, quoi, une personnalité publique. Enfin, moi, j'ai grandi avec toi dans le salon, tu vois, Oui, mais la télé, c'est pas, voilà, c'est de la télé, quoi. C'est du flux, c'est pas. Ah ouais. Ouais, bah. Oui, non, pour moi, en fait, c'est marrant, tu vois, je trouve qu'il y a un décalage entre venir te présenter en tant qu'artiste, tu vois, à plein de niveaux, et tu vois, toute ta carrière où finalement t'étais dans la télé des gens, en fait. Oui, complètement. Non, mais moi, c'est ça que j'aimais dans la télé. D'ailleurs, c'était la proximité, l'immédiateté, et justement le fait que comme c'était pas une démarche artistique a priori, c'était plus facile pour moi. C'était voilà, il s'agissait de capter l'intérêt des gens à un moment donné, et puis avec quand même la conscience que justement ces gens, il fallait les intéresser et que c'est pas obligatoire la télé, donc et que pendant ce temps-là ils iraient aux toilettes, chercher un yaourt, et c'est ça que j'aimais bien, en fait, dans ce truc-là, c'était essayer de capter leur attention, voilà, a priori, quoi. Alors que dans les autres activités, on décrète que leur attention est digne d'être captée comme ça. Je n'ai vu aucune personne sortir pour aller aux toilettes pendant ton spectacle. Ça dure qu'1 heure, hein. Bon, après, faut vraiment avoir un petit problème de prostate. Quand tu passais à la télé, ça durerait pas beaucoup plus qu'1 heure non plus. Oui, mais bon, les gens s'en foutent, quoi. Voilà, tu vois, ils sont chez eux. C'est ça la différence. Je vois exactement. On va reparler un peu de tout ton parcours, mais je voudrais démarrer par la première question que je pose à tous mes invités. C'est, en fait, à quoi tu ressemblais, Anne, quand t'avais 7-8 ans? J'étais très calme, sage, très sage, c'est le mot qui me vient. J'avais une natte, et j'étais bonne à l'école, j'étais sage. Voilà, je sais ce qu'on attendait de moi. Ouais, c'est ça. Ouais. La petite fille à son papa qui. Ouais, j'étais sage. À l'école et tout, c'était pareil. Ouais, à l'école aussi, j'étais pas celle, ça me réjouissait quand quelqu'un foutait le bordel, quoi, mais j'étais pas celle qui initiait le truc, non, j'avais un truc vraiment de soumission à l'autorité, et à l'institution. Enfin, oui, c'était, je sais pas, j'imaginais pas que je puisse faire autre chose, en fait. Voilà. Ok. Enfin, que être bonne à l'école, avoir un travail, cocher les cases, en fait, de ce que j'imaginais qui était. Ils faisaient quoi tes parents comme métier? Mon père, il était ingénieur, donc il travaillait dans le BTP, lui, et ma mère, elle était. T'en parles beaucoup. Hein. Ouais. Tu parles dans le spectacle. Oui, parce que il est mort il y a en 2014, donc en fait c'est pour ça que je m'autorise à en parler, je pense. Et comme du coup c'était une éducation, enfin à l'époque c'était pas tout le monde, hein, d'ailleurs, mais en tout cas il y avait beaucoup de modèles familiaux comme ça où bon, lui il travaillait, moi je le voyais pas, en fait. Le matin quand je me levais, il était déjà parti, le soir il était pas rentré quand je me couchais. Pendant les vacances, lui il avait genre 3 jours de vacances, et donc en fait finalement quelque part, déjà c'est ce que j'avais ébauché, enfin dans le livre, c'est que je l'ai pas rencontré, je pense, rencontré au sens peut-être karmique, ou je sais pas, mais faire sa rencontre, quoi. Ouais, vraiment. Oui, je vois. Alors bon, évidemment, si, quand même, on habitait ensemble et tout, donc et puis il avait cette réserve, ce truc de pas très démonstratif. Les vieux darons, hein. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, c'est ce creux-là que j'ai essayé de combler, je pense, en tirant des fils de quand même ce qu'il m'avait apporté, de qui il était, de quels étaient lui ses manquements, sans doute ses souffrances. Je pense qu'il en a souffert aussi de ça, de pas réussir à être un père au sens
bon, on n'échangeait pas grand-chose à part vraiment ce qui concernait le travail justement, et sur le cinéma d'ailleurs comme par hasard. Mais sinon c'était sur les résultats scolaires, voilà, et point quoi en fait. Donc sur la vie en général, non, je pense que voilà. Et si, je pense que ce qui m'a apporté, c'est l'amour du cinéma et une forme d'humour, parce que lui, il était très très pince sans rire, très un peu voilà. Et du coup, je pense qu'il était très drôle. Alors moi, j'ai pas beaucoup assisté à ça, mais il avait ça quand même. Et je pense que voilà, on partageait ça. Tu pensais que ton père était très drôle, mais tu l'as pas beaucoup vu. Bah parce qu'avec moi souvent en plus c'était quelqu'un de très taiseux, qui avait sans doute des soucis, des trucs, donc j'ai pas à table on parlait pas beaucoup, on s'appelait pas après quand j'ai quitté la maison, enfin c'était pas un réflexe que j'avais en fait de me confier à lui par exemple, ça me serait jamais venu à l'idée et moi j'avais l'impression que ça le faisait chier en plus mes histoires, donc c'était pas mais maintenant, à la relecture, c'est en fait quand je l'ai vu avec mes enfants à moi que j'ai compris que sans doute il en avait été privé par plein de règles ou d'injonctions ou de voilà. Il devait travailler. De sa propre éducation aussi, je pense. Et du coup, et j'ai vu qu'il avait adoré moi mes filles et qu'il y avait donc la possibilité d'un lien, mais avec moi, il n'y a pas eu. Donc voilà. Et c'est pour ça que je m'autorise à parler de lui et tout librement, parce qu'il est plus là. Je pense pas que sinon j'aurais fait. Ah, tu l'aurais pas fait? Non. Ok. Non, parce que c'est son absence qui a déclenché ça, en fait. C'est le fait une fois qu'il était plus là, de me dire quand même, il est pas passé comme une comète dans ta vie. C'est quand même ton père, ne serait-ce que, c'est pas anodin, quoi. Et comme je voyais tout le monde, effectivement, les gens autour de moi, leur rapport au père, c'est quelque chose qui existe évidemment. Et du coup, je me disais, mais c'est fou que toi, j'ai mis même du temps à être. C'est affreux de dire ça parce que c'est pas à être triste qu'il soit, mais à comprendre parce que comme on n'avait pas effectivement vraiment de lien, j'ai eu du mal à faire ce deuil parce que j'avais rien à quoi me raccrocher en fait. Le lien n'était pas forcément présent quoi. Et je pense que c'est vraiment ça que j'ai fait avec le livre et maintenant sur scène. C'est ça que j'ai cherché à faire. Tu répares un truc, t'as l'impression? Ah oui, clairement. Ouais. Après, si ça peut. Après, l'idée c'est pas juste de faire sa thérapie sur scène et de voilà, c'est que ça ouvre peut-être que ça donne des clés à d'autres quoi. Je crois que il y a 2 ou 3 meufs sur Terre, tu vois, qui ont des problèmes avec leur daron. Ouais, quoi. Daddy Issues, ça aurait pu s'appeler comme ça, ouais. Oui, ça aurait pu s'appeler. Oui, c'était ça. Mon papa. Ok, très bien. On va reparler de tout ça si tu veux bien. Mais et ta maman, elle faisait quoi comme prof d'allemand. Ok. Ouais. Donc prof et ingénieur, ouais, on est sur une typologie de justement voilà. Et moi j'étais fille unique, donc c'est j'avais l'impression que travailler à l'école et puis point quoi. Oui. Fallait bosser. Oui, et puis c'était ça qu'on attendait de moi. Moi, je voulais pas faire de vagues. J'étais même, je pense, anormalement sage, quoi. C'est-à-dire, j'ai vraiment fait. Mes filles aujourd'hui, quand elles me disent, me dis pas que tu l'as pas fait ou que toi t'as pas fait ci et ça et tout. Mais non, j'ai vraiment, j'ai pas le souvenir. Et encore une fois, je trouve pas ça normal d'avoir fait la moindre connerie, quoi. Ouais. D'avoir dépassé l'heure, d'avoir fait le mur, d'avoir pris une cuite. Ça, non. Non. T'as 2 filles qui ont 20 ans et 14 ans, c'est ça? Exact, ouais. Exact, j'ai dit, ouais. Okay. Oui, c'est exact. Ouais. C'est exact, ça marche bien, on a compris l'idée. Ouais, donc t'as 2 filles qui te renvoient maintenant cette image de vie de jeune femme, quoi, finalement. Ouais, exactement. Et qui sont différentes de moi, et tant mieux, parce que c'est ça qui est passionnant, en fait, dans le fait d'être parent, c'est justement que c'est des gens, a priori, avec tout une palette de caractères, de sentiments et tout qui sont pas les nôtres. Et ça, il faut l'accepter déjà pour commencer. Et puis il faut cultiver ça. Et pas leur imposer quoi que ce soit, quoi. Tu sais, donc j'ai ce podcast qui s'appelle Histoire de Daronne, où je fais parler des mamans. Je sens que quand tu dis déjà faut composer avec ça, on sent qu'il y a non, mais c'est parce que quoi. on s'entend vraiment bien et tout, et j'ai beaucoup de chance, elles sont vraiment géniales, elles sont très drôles déjà, ça aide beaucoup, et donc on rit beaucoup, et aussi on parle beaucoup.
Et assez vite, et moi, elles m'apprennent des choses, hein, même parce que parfois, je sais que c'est moi qui ai raison, mais souvent j'écoute leur retour et parfois ça m'interroge et je me dis mais là elles ont raison carrément en fait. Et c'est important aussi de. Sur quel sujet elles te par exemple sur ta cicotte. Moi. Sur la confiance en soi justement en fait c'est parfois elles qui me disent mais et je me dis qui me disent mais on peut pas tu crois un peu en toi quoi. Enfin, c'est même elles sont arrête un peu de désolées. Dessus, maman, oui, enfin. c'est ça et du coup c'est ça qui m'a fait progresser beaucoup aussi parce que je me dis mais moi j'élève 2 filles, je peux pas leur mettre ça dans leur sac à dos vu comment j'en ai souffert. Alors il s'agit pas de leur donner une toute puissance non plus qui serait complètement contre-productive mais juste savoir où on est quand même, à quelle place, ce qu'on sait faire, ce qu'on sait pas faire, c'est pas mal quand même. Oui. Et on gagne beaucoup de temps de pas tout le temps se questionner. C'est parce que en fait autour de moi les gens qui sont comme moi, je les trouve tellement insupportables aujourd'hui, qui sont toujours en train de se dire mais je sais pas, mais je me dis mais merde, en fait c'est horrible pour les autres aussi. Donc il faut vraiment, c'est vraiment du temps perdu en vrai. Tu parles de syndrome de l'imposteur finalement ou de l'imposteuse, je ne sais pas comment on l'appelle. Ouais, oui. Mais t'as quel âge aujourd'hui? T'as 50 Ouais, non, ouais. Non, on demande pas ça. Ouais. Je sais pas trop. J'ai toujours du mal avec ça. Mais disons que t'as fait toute ta carrière comme ça avec ces casseroles au cul. Alors quoi. souvent, pour être enfin pas honnête parce que c'est pas le mot. Non, mais pour si on regarde quand même, si on regarde les gens qui font ce métier, on est plein à partager ça. Hein. C'est quand même, je pense, assez répandu. C'est rare de tomber sur quelqu'un qui se sent vraiment complètement à sa place, et qui trouve ça normal, et qui pense mériter le succès et qui se dit pas tous les matins que ça va s'arrêter. Ouais. On est beaucoup à se dire ça quand même et à se dire que pour le moment on passe entre les gouttes mais qu'à un moment on va venir nous taper sur l'épaule en nous disant ben ça y est, il faut arrêter maintenant. Allez, faut arrêter maintenant, c'est ridicule. Ça suffit. Mais oui, on est quand même beaucoup. Je pense que ça, enfin je dis pas que ça fait partie du truc mais si ça participe un peu. C'est très bizarre d'ailleurs parce que on se dit tous la même chose, c'est-à-dire on se dit pourquoi on fait ça au moment où on le fait, parce que c'est une petite violence hein, quand même de se jeter comme ça à poil devant des gens, enfin au figuré hein, mais oui. Anne est totalement habillée. Ce n'est pas ce genre de spectacle. mais quand même. Donc et on fait ça en se disant que pourquoi on n'est pas resté chez nous dans notre canapé comme c'était prévu, et quand même on le fait. Donc quelque part, oui, je pense que c'est pour essayer de se réparer, de se prouver, voilà. Mais tu cherchais la gloire il y a un moment donné ou dans jamais ta ça. Non. C'est pas un truc qui était. Non. Ça m'a plutôt assez vite quand je travaillais à Canal au début, ça m'a plutôt fait, enfin pas la gloire, c'est un grand mot, mais par exemple être reconnu dans la rue, tout ça, ça m'a plus perturbé que flatté, oui. Quoi en fait. J'ai beaucoup fui les soirées, les trucs. Assez vite j'avais du mal avec mon image, j'avais du mal avec le regard insistant, et pour autant je fais ça. Comme quoi, encore une fois, c'est quand même une contradiction, parce que. Mais non, la gloire, non, la reconnaissance, oui, je pense. De tes pairs, tu veux dire alors? D'une forme de reconnaissance, en fait. Okay. Et puis c'est vrai que là, par exemple, la scène, enfin ce qu'on reçoit, l'amour des gens, peut-être pas, mais c'est. Les gens se jettent sur toi. Non, mais c'est fort quand même. Oui. Bien sûr. Ça et alors évidemment ça suffit pas hein, quand on va pas bien, parce que c'est pas on cherche chez tout le monde quelque chose que c'est infini à combler, mais quand même si ça tu vas chercher de l'amour là quand tu vas sur scène comme ça? Pas a priori, mais je me rends compte que j'en trouve, oui, donc du coup je me dis que ça c'est quand même chouette. Il y a un truc très différent de tes autres métiers où t'étais pas en contact direct avec le public, en fait, jusque-là. Ouais, c'est vrai. J'ai fait déjà du théâtre, mais on était plusieurs sur scène. Et puis c'était pas des longues expériences et tout. Mais ouais,
Et moi j'aime bien ça. J'aime bien ça. Même quand il y a, je vois là à Quotidien, quand il y avait plus de public à cause du Covid et tout. Moi j'ai commencé, il y avait pas de public. Et là maintenant il y en a. Et ça change tout en fait quand même d'être, qu'ils soient contents ou pas contents en fait. Je sais pas, d'avoir un regard, d'avoir. On convoque le meilleur de soi-même devant des gens qui vous regardent en fait, plus que voilà. Pour revenir un peu en arrière, mais en gros, tu disais que t'étais la bonne élève et tout, tu faisais bien les notes, etc. T'as fait quoi après comme études? T'as fait des études? J'ai fait une prépa HEC après. Donc j'ai filière scientifique, prépa HEC. J'ai fait Subdeco Paris. Après, j'ai fait un master en information média. Ça ne s'arrêtait jamais, en fait. Et puis voilà, voilà, j'ai fait ça. Comment tu rentres par Canal? C'est par la météo, c'est ça, à l'époque? Oui, alors vraiment, là, c'est pareil. C'est un pas de côté. Parce que moi, pendant tout ce temps-là, en école de commerce, les carrières, c'était quoi? Le plus fun, c'était marketing, quoi. Et donc je me disais que j'allais faire ça, mais pour autant, quand même, je lâchais pas l'idée. J'avais envie de faire de la télé, en fait. Moi, depuis que je voyais les nuls à la télé, j'avais envie de faire de la télé. Ah, tu voulais faire de la télé déjà à l'époque? Ouais, mais je le disais pas vraiment parce que encore une fois, du côté de mes parents, c'était même pas envisageable. Enfin, c'était pas une carrière envisageable. Ah non. Bah, oui. Et puis on connaissait personne et tout, donc c'était vraiment tellement hors sol que je sais pas, j'en parlais même pas, je crois. Ouais, c'était. Mais en douce, j'envoyais des lettres de motivation dans des chaînes, mais j'envoyais des lettres de motivation comme si j'écrivais à EDF, GDF, un truc un peu cordialement. Ouais, c'est ça. Donc personne me répondait jamais. Personne me répondait jamais, ou alors me disait que non. Enfin voilà. Et donc j'ai trouvé un poste en journalisme, mais dans la presse économique au départ. Parce que finalement ça alliait un peu les deux. Je m'étais dit journaliste, c'est peut-être le truc le moins pourri dans ma perspective d'avoir envie de déjà d'écrire. Et mais j'aurais bien aimé être journaliste, je sais pas, au L ou à Libé et en fait non, pareil, personne voulait de moi, donc j'étais au Revenu Français, enfin un truc vraiment économique hardcore. Bon, donc c'était pas encore ça. Mais l'équipe, ça a joué, je pense. Les gens avec qui j'ai travaillé, on s'est tellement amusé. C'était tellement cool. J'ai gardé des amis de l'époque et tout. Et vraiment. Et bon, donc on était dans une bonne ambiance quand même de travail. Et à un moment, je me suis dit. Donc ces lettres de motivation, ça marchait pas. Et à un moment, j'ai appelé le Standard à Canal. Vraiment, je dis voilà. Donc je vais la faire courte parce que l'histoire sinon elle est un peu longue. Donc j'ai appelé le Standard et je suis venue et je suis venue en disant que j'allais à une conférence Rhône Poulenc à mon boss et pour passer le casting, la première salve de casting. Bon, et je suis arrivée au milieu de meufs, genre des cameraman, des actrices. J'étais là, waouh, je me sentais tellement. Alors là, pour le coup. Vraiment pas dans mon élément et puis on a fait les essais et ça s'est plutôt bien passé. La meuf du casting a été hyper sympa, machin, et elle m'a dit il faut revenir pour la deuxième étape, là on est crème et t'es sélectionné pour revenir, donc là tu dois écrire un petit texte marrant un peu, c'était la météo marrante à Canal genre. Et je suis revenue, j'avais écrit un poème à Evelyne Delia, une ode. Et du coup, je suis revenue, pareil, en mentant à mon supérieur hiérarchique, en disant que j'allais à une conférence Sanofi, sans doute. Et du coup, et là, elles se sont marrées, machin, et elles m'ont dit, bon, on va te dire assez vite. Et moi, je suis très scolaire, comme j'ai été vraiment formatée, bon. Et donc, je me dis, bon, voilà, et puis j'ai pas de nouvelles. Au bout de 3 jours, je me dis, c'est mort, en fait. Ok, c'est pas grave. Et j'ai aucun code de ce milieu, moi, à l'époque. Donc, et un soir, en fait, le téléphone sonne, il y avait encore des répondeurs et j'entends que que je suis dans les 3 dernières et que maintenant il faut que je rencontre les animateurs et tout. Et moi, c'était très bizarre dans ma tête à ce moment-là parce que j'avais mon cerveau, j'avais une voix en moi qui me disait ça va marcher, c'est ouf ce qui t'arrive et tout. Et j'essayais de faire taire cette voix avec la raison en me disant mais calme-toi, tu vas tellement tomber de haut quand on va te dire mais non. Une fois de plus. Et donc j'ai été aux entretiens. Là encore, on a rigolé. Bon, après il y a eu quelques petits obstacles à sauter. Et pour finir, en fait, c'était oui. Alors maintenant que je vois le truc, c'est des castings. C'est pas les castings les plus importants de la chaîne. Vous voyez, ils prennent une meuf pour faire la météo, je vois bien. Mais pour moi, mais j'avais l'impression d'avoir décroché le Graal, quoi.
pendant tout l'été, pareil, je me disais bon, ils vont m'appeler, ils vont me dire non, on a déconné en fait, pardon. C'était vraiment une erreur de, c'est con, hein, mais et en fait non. Et je suis arrivée là comme et je me souviens, j'avais demandé justement à un pote du Revenu Français, j'avais dit mais j'avais 20 piges à l'époque, j'avais dit mais tu crois que je dois le faire et tout. Il m'avait dit mais évidemment. Il me dit mais parce que moi mon père. Il me dit, attends, c'est-à-dire, on t'a payé 17 ans d'études pour que tu finisses par faire, tu finisses en body sur le toit de Canal en train de faire la météo, quoi. C'est-à-dire, déguisé en Catwoman. Et lui, il était médusé, quoi. Enfin, il voyait pas trop... Surtout qu'au début, on signe vraiment des contrats... C'est des contrats d'un an, en fait, même, c'est mais ça? Non, septembre, décembre, et après décembre, juin. Ah oui, c'est vraiment des... Il te renouvelle. Ouais, de l'eau. Bon, parce que, encore une fois, il s'en fout, c'est pas l'identité de la chaîne. Enfin, si, ça fait partie de l'identité de la chaîne, mais c'est pas non plus, voilà, le poste le plus décisif. Et du coup, vraiment, le move était complètement hallucinant pour du côté de chez moi. Et c'est pour ça, après, les gens autour, et ils avaient raison, en fait, ils me disaient, mais en vrai, voilà, et au pire, t'as une expérience cool. Oui, voilà, et au pire tu repars dans la vie avec les études et le bagage que t'as, ça devrait pas être bien compliqué, quoi. Donc mais c'est fou parce que pour moi, tu vois, de l'extérieur en tant que spectateur, la météo de Canal, en fait, c'était vachement différenciant déjà à l'époque et ça contribuait. Il y a beaucoup contribué. Ah ben complètement, aussi, tu vois. c'était différent. Oui, c'était de toute façon après mais De Greff, c'était un mec génial, hein. Il avait vraiment une vision et tout pour sa chaîne, c'était un truc... le directeur des programmes de Canal à l'époque. Exactement, c'était un truc à l'américaine de justement ce programme qui est tellement anodin en fait, la météo, qui est tellement passe-partout quelque part, mais en même temps tellement regardé. Du coup, il avait décidé d'en faire un truc un peu glamour, voilà, et un rendez-vous glamoureux, marrant. Voilà, rigolo, glamour, ouais, voilà. Et t'as fini par te retrouver, t'as fini par arrêter la météo et par te retrouver sur le plateau. Non, mais après, justement, et De Greff, c'était la même chose que chez moi, parce qu'il me disait, mais attends, il me dit, je comprends pas, c'est-à-dire, toi, parce qu'il avait vu, lui, il aimait bien ça, les filles, les filles qui avaient fait des études, il avait un truc avec ça, et il m'avait dit, mais c'est-à-dire, toi, t'as fait tout ça et t'es contente, là, mais je lui ai dit, mais moi, en fait, c'était enfin c'était l'enfance, peut-être pas, mais oui, l'enfance et l'adolescence que j'avais pas eu, quoi. C'est-à-dire là, je m'amusais, mais sans penser à rien, quoi. Moi, j'avais fait que travailler, en vrai. Donc, quelque part, mais moi, j'en avais rien à foutre si ça avait pu durer comme ça, mais je me posais, enfin, aucune question, j'avais rien à prouver, en fait. Et les gens, souvent, surtout quand on est une fille, ils se disent, mais puisque t'es intelligente, a priori, puisque t'as coché une case, t'as envie de le dire ou de le montrer. Bon, moi je le savais. Oui, ça c'était pas un complexe que j'avais assez bossé pour ça, et je m'en foutais que les gens pensent que je suis conne ou pas. Enfin, franchement, c'était pas et ça m'avait d'ailleurs même encore aujourd'hui, j'aime bien ça, ça me fait rire jusqu'où les hommes souvent peuvent aller en pensant que vous êtes qu'on est débile. J'aime beaucoup ça. Ah, tu joues avec ça? Bah non, je joue pas, j'attends de voir en fait. Je me dis tiens, bah alors ouais, OK. Donc bref, ouais, c'était et après donc voilà, et De Greff, il m'avait dit mais du coup mais il voulait absolument me mettre des postes de journaliste, les infos, les trucs. J'avais dit ah non, mais ça non, mais justement pas, vraiment pas, non. Donc j'ai fait quand même avec Gildas quelques années d'une émission qui était nulle part ailleurs le midi. J'ai fait des chroniques le soir. Bon bref, je me suis un peu promenée sur la grille de la chaîne, mais voilà. Voilà. Non, voilà, mais c'était génial. T'as roulé ta bosse à Canal, non? Oui, bon, je suis pas restée si longtemps que ça, hein. Je suis dû rester 5 ans. 5-6 ans? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. C'était les grandes années. Ouais. Oh, bah, moi, quand j'y étais, on disait déjà que les grandes années étaient derrière nous. Ah oui, hein. c'est ça. Ouais, donc, nostalgie. Ça, ouais, les gens. Mais, en fait, tu vois, t'avais pas ce truc aussi de te dire, en fait, quand j'étais gamine, moi, je voulais être, enfin, je voyais les nuls à la télé, je voulais y être. Il y a pas un moment donné où tu t'es dit, ok, c'est cool, j'y suis, et c'est trop bien, quoi. Ah non, mais moi, toutes ces années Canal, mais d'ailleurs, on était plein, c'est marrant à partager ça, c'est rare, je trouve. On savait qu'on était à un bon endroit, quoi. Et on savait, en plus, on était très bien payés, mais vraiment tout s'alignait, quoi. Mais je savais aussi que ça durerait pas, en fait, que c'était une bulle dans le paysage, je pense, audiovisuel, étant donné justement
ce qu'on était payé, étant donné le luxe qu'on avait de travail, les productions, les plateaux à Cannes, les moyens dont on disposait en fait. Et alors d'accord, il y avait un socle d'abonnés, mais enfin on imaginait bien que, moi je me disais bien qu'à un moment il y aurait c'est ce qui s'est passé, il y a un retour, un revers. Ça, c'est parti en sucette à un moment donné. Après, il y a eu Messier, il y a eu besoin de gagner de l'argent. Enfin bref, ça a été autre chose. Et c'est vrai que l'audience, on s'en tamponnait, nous, vraiment. Et après, ça a été compliqué. C'est pour ça qu'après, la télé, et je me souviens, j'avais écrit à De Greef ça, parce que j'ai essayé 2-3 fois après. Moi, je suis partie quand justement Messier est arrivé, je suis partie en même temps que Lescure et De Greef. Ouais. Donc Pierre Lescure, qui à l'époque était le boss de Canal. Ouais. Et du coup, voilà. Et après, réessayer de faire de la télé, et assez vite, j'ai compris que c'était peut-être pas forcément que j'aimais faire de la télé, mais que c'était que j'aimais faire leur télé, quoi. Ouais. Vraiment. La télé de Canal, quoi. Ouais. Comment ça se passe le pont avec le cinéma? Parce que ça arrive un peu plus tard. Pareil, j'ai toujours l'impression, je te dis que c'est un hasard, mais j'avais écrit, j'avais commencé. Donc je suis partie de Canal. Après j'ai eu des enfants. Bon, quelle idée. Ouais, je sais, n'importe quoi. Et d'abord ma première fille, et puis du coup là j'ai essayé encore une fois quelques incursions à la télé, et puis j'y arrivais plus. Donc alors attends juste 2 secondes, mais tu veux dire que le fait d'avoir eu un enfant, t'as la sensation que ça t'a vraiment coupé les pattes? Non, pas du tout. Je dis non, c'est pas elle, non, c'est pas elle en tant que telle, c'est plutôt non, mais est-ce que le milieu. Non, mais c'est arrivé en même temps. Disons que du coup, j'ai quitté Canal. J'avais cette petite fille. J'avais j'arrivais pas à me reprojeter dans la télé. Et donc, comme j'avais un peu de temps devant moi pour m'occuper d'elle, et que j'étais beaucoup à la maison, je me suis mis à écrire mon premier film. Et du coup, tu t'es mis à écrire ton premier film comme ça. Tu t'es dit tiens, je vais écrire un film. J'ai toujours écrit moi des trucs, et des romans, des trucs dans mon ordi, il y a des scénars, des je sais pas quoi. Et là tout d'un coup je me suis dit tiens, c'est une bonne idée. C'était c'était mon histoire plus ou moins, et je me suis dit c'est drôle. C'était avant qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tout ça. Je me suis dit c'est drôle, il y a beaucoup de couples mixtes français-arabes. Je dis arabe pour simplifier, hein, et c'était mon cas. Et on n'en parle jamais. Ce serait drôle une comédie romantique plutôt que de faire une comédie romantique entre il y avait eu Mariage à la grecque, genre entre des Grecs, des Américains. Je trouve entre les Français et les Arabes, c'est plus marrant quand même, déjà parce qu'on a un socle, une histoire sociale hyper forte, entre nous, une histoire de haine, d'amour, et je trouvais ça drôle de le mettre sur le plan personnel. Ça faisait une comédie romantique qui était sous-tendue par un il y avait un message social. Exactement, assez fort, quoi, pour l'époque. Et du coup, j'avais écrit ça, voilà. Et puis j'ai eu l'occasion de le faire lire à un producteur, 2 producteurs, et puis tout d'un coup, il y en a un qui a pris la balle au bond, et ça s'est fait hyper vite. Et du coup, moi, j'aurais déjà été ravie qu'il m'achète juste le scénar et que mon film soit fait, etc. Mais c'est là qu'il m'a dit, écoute, comme on trouve pas de réal, tu vas le réaliser. Et j'ai dit, bon, d'accord. Donc j'ai commandé sur Amazon des livres sur réaliser un film. Parce que je savais pas, moi. Hein. Et puis bon, après, j'ai eu une équipe géniale. J'ai été vraiment très entourée. C'est Christophe Offenstein là qui était le réal des Petits Mouchoirs et tout, maintenant qui est réalisateur, qui était mon chef op à l'époque, et lui il aurait pu faire son film tranquillement. Moi j'aurais pu faire juste de la présence et il m'aurait fait croire que oui c'est bien, t'as des bonnes idées, mais vraiment il m'a fait accoucher de ce truc, et vraiment j'en serais toujours reconnaissante, parce que je pense que c'est grâce à lui que je peux dire que je suis réal. Réalisatrice. Répète après moi. Non mais parce que vraiment suis réalisatrice. Il a écouté chacune de mes intentions, on a travaillé ensemble, il a fait les plans que je voulais, il a été un accompagnant incroyable. Et en fait, je te dis, je suis réalisatrice, mais c'est d'autant plus vrai qu'en fait, t'as pas fait un film, mais t'en as fait 3. Oui, et et ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que généralement le milieu du ciné, il est assez impitoyable. Si tu fais un film et que ça marche pas, tu te fais. Ah mais il a très bien marché, le ton premier. film a très bien marché pour le coup. Mais, après non, mais ce qu'on m'avait dit, en fait, quel que soit les entrées,
quand tu fais un premier film, t'as une chance sur 2 d'en faire un second, et ensuite t'as une chance sur 2 d'en faire un troisième. Donc ça réduit vraiment. Ouais. Et après, normalement, ça va. Bon, alors ouais, donc c'est non ça après j'ai laissé passer un peu de temps parce que bon, on a eu des soucis, enfin on n'était pas d'accord justement. Moi je voulais travailler avec le même producteur et on s'est pas mis d'accord sur le film. En fait, j'avais écrit un second film qui parlait des femmes là. Ouais. Qui était un peu en avance peut-être parce que c'était avant Sous les jupes des filles et tout, et du coup bon, on n'a pas trouvé c'est plus difficile apparemment d'écrire sur les femmes que sur Al-Qaïda ou sur franchement, c'est un sujet compliqué, j'ai l'impression. Encore aujourd'hui, tu crois, ouais, ou à l'époque parce que en fait les gens ont en tête surtout les hommes, mais même certaines femmes, en fait. Donc c'est con de dire ça parce que comment les femmes devraient être et comment les hommes devraient être. Voilà, il y a des schémas. À l'époque, j'imagine qu'il y avait plus de producteurs que de productrices en plus. Donc... Ouais, bah toujours. Hein. Oui, toujours. Non, mais c'est même pas ça. C'est vraiment parfois c'est des femmes hein, qui ont refusé sur. C'est compliqué d'imaginer une femme libre enfin, je sais pas. Bref, sur les modèles, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand même, je trouve. Mais bref, donc ça c'est pas fait, donc j'ai laissé passer un peu de temps et du coup j'ai fini par faire un film qui s'appelle L'école est finie. C'était mon second film, qui était un film de commande. Sur une prof, mais comme ma mère était prof et que le film était très bien écrit et tout, et j'aime beaucoup ce film d'ailleurs qui parle des profs. Et je trouve que c'est un métier. Alors là, vraiment, eux aussi, ils prennent cher. Et donc, et c'est un métier magnifique et qui est tellement sous-estimé. Et j'avais envie de parler de ça et ça tombait bien. Donc du coup, j'ai fait ça avec Bérangère Krief, qu'on adore. Ouais, bien sûr. Je connais depuis longtemps. Bérangère. Ouais, adorable. Et puis le troisième, c'était pour la télé. Là, c'était aussi une commande. C'était un remake du film d'Amy Schumer sur Netflix qui s'appelait I Feel Pretty. Ah yes. Et nous, on l'a appelé Belle, Belle, Belle. Ok. Avec Joséphine Drey. Il reste du jambon. En fait, t'as travaillé avec Ramzy Bedia, qui était ton compagnon à l'époque. Ouais. Comment ça s'est passé de travailler en couple comme ça? Oh, c'était compliqué. Ouais. C'était pas, c'était compliqué. Oui et non, parce que lui, il avait pas l'habitude d'être dirigé par moi, parce que voilà, forcément, moi ça change un peu la dynamique. J'avais pas l'habitude d'être dirigé, de diriger personne, moi. Donc comme ça, c'est bien. Non, voilà, ça c'est pas. J'ai été très. Le producteur, il a fait ça intelligemment. J'ai l'impression, il nous a pas mal tenu. Voilà, moi j'étais pas. Il m'a vraiment mis à part dans mon truc de réal. Ouais. J'étais plus avec l'équipe technique, moi. Bon, après évidemment, quand il faut diriger les acteurs, t'es avec les acteurs. Mais bon, sinon, c'est vrai que il m'a pas mal mis dans une bulle en fait pour que ce truc-là puisse se faire. J'ai l'impression, et il a bien fait parce que il fallait vraiment justement laisser tout. Il fallait me trouver un nouveau rôle de ma vie. En fait, il y avait tout à inventer en fait, et du coup il me fallait un peu d'espace, je pense. Ok. En gros, c'est quoi les leçons que t'as tirées de cette expérience justement où tu t'es retrouvé propulsé, tu vois, dans... Ah ça a été un des premiers steps de confiance en moi, je pense, parce que autant dans la vie, faire des choix, tout est une douleur et tout est pénible, tu en PLS, je sais pas, j'aurais dû, je sais plus, autant là, en fait, si on veut que ça se fasse, on n'a pas le choix. Et c'est comme avec un enfant, en fait. Et avec un enfant, on se pose plus ces questions, on fait ce qui est le mieux pour lui, enfin, en tout cas, on essaye. Et avec moi, les films pour moi, ou les trucs que je fais, ou la scène, enfin les projets que j'ai, c'est comme des bébés. Donc on les protège et puis on sait ce qui est bon pour eux en fait. Donc c'est-à-dire que du coup être réel, en fait, c'est répondre à 1000 questions par heure. La couleur de la moquette, quel acteur, machin, quel cadre, quel jour, nuit, refaire, quelle prise. Et on sait, et miraculeusement on sait. Et tout d'un coup, enfin, je trouve, et s'autoriser à savoir et que les gens viennent et que en fait, et ce que tu leur dis le font. Moi, je trouvais ça fou, quoi. C'est-à-dire c'est-à-dire par exemple, tu donnes des ordres, t'avais une équipe complète. Oui, mais c'est bizarre quand même. C'est-à-dire par exemple, t'écris. Ça, c'est quand même complètement magique, le cinéma, pour ça. Je dis n'importe quoi si t'écris, qu'à un moment, il y a une grosse boule bleue, rebondissante qui traverse l'écran, le lendemain, à la déco, ils t'auront fait une grosse boule bleue rebondissante.
Et toi, tu fais, mais vous l'avez fait, mais vous êtes fous, quoi. Je trouve ça génial, moi. Et du coup, cette espèce de truc de toute puissance, que justement j'ai pas forcément dans la vie, et d'être Dieu un peu sur ce petit espace de temps et de voilà. Et ben j'ai trouvé ça génial. Ok. Ouais. Vraiment. Et c'est comme la descente à ski en fait. Et ben c'est chiant le ski parce qu'il faut s'habiller, monter, prendre les œufs, on a mal au cœur, il fait froid, gna gna. Et la descente, c'est génial. Et ben la réal, c'est vraiment le moment où le projet est génial, quoi. Ok. J'avais jamais capté comme ça, mais d'accord. Qu'est-ce qui te fait dire, tiens, en 2021, c'est ça, ton bouquin sort? Je crois, ouais. Mais ouais. Ok. Donc ton papa 20 ou 21? Non, j'ai plus. 2000... Non, 21, je crois. 21, ouais. C'est la disparition de ton père, c'est ça qui t'incite à aller vers ce chemin? Le livre? Ouais, le livre est globalement, comme ton bouquin s'appelle La Quête. Ouais, bah non, parce que pareil, le livre, c'est un hasard. C'est-à-dire que j'étais. C'est un hasard, ce livre. Non, mais parce que c'est pas ça. J'ai toujours, pareil, je voulais écrire aussi. Pareil, depuis que j'ai 20 ans, je veux écrire. J'ai des tonnes de romans inachevés. Bon, voilà. Et j'ai ce truc de me dire, oui, mais écrire pour dire quoi? Je sais pas. Et un soir, je suis à une soirée. Chez des amis et je venais d'avoir fait un truc avec un exorciste au téléphone parce que je trouve que j'allais pas bien et je raconte parce que le truc était tellement drôle et bon évidemment inutile mais surtout drôle. On sait pas si on sait utile. pas, voilà, c'est ça. On sait pas. Donc du coup, et je raconte ça, on est plein, on rigole. En plus, j'ai des amis qui l'ont fait aussi, donc on raconte à plusieurs. Et il y a dans les gens qui nous écoutent un monsieur, donc je comprends qu'il est éditeur chez Flammarion, mais sur le moment mais moi je raconte mes conneries, quoi. Donc ça, voilà, différentes expériences, tout ça. Et en partant, passablement ivre quand même, en arrivant chez moi, je me dis tiens, ce serait bien que puisque j'ai envie d'écrire et tout, dans l'absolu, ce serait bien que je me souvienne de son nom et que je le contacte à un moment donné, genre sur Instagram ou quoi, en disant oui, bon, si d'aventure. Et donc je m'endors et le lendemain, lui m'avait envoyé un message sur Instagram en me disant si d'aventure t'as envie d'écrire un livre, en fait, viens, on se voit. Je fais carrément, mais donc on se voit, et je lui dis mais quoi, puisque et il me dit je sais pas, toi quoi. Je dis mais moi je sais pas justement. Et il me dit mais écoute, et mets ta vie, que ce que tu racontais là, tes expériences que tu fais là pour essayer d'aller mieux ou je sais pas quoi, qui sont un peu marrantes quand même. Pourquoi tu racontes pas ça? Et je fais ah oui, c'est pas con, parce que alors après je voulais pas que ce soit du tout un livre de bien-être ou de développement personnel ou ça marche pas, j'en sais rien. Pour autant que je sache, rien ne marche et tout marche. Donc j'ai pas du tout. Mais j'ai vu là-dedans la possible. C'est pareil, comme il me donnait un cadre. Moi en fait j'aime bien travailler sous la contrainte, je crois. J'ai l'impression. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai le cadre, là-dedans, j'ai pu glisser et je me suis dit en fait ce que tu cherches, c'est oui à être heureuse dans un premier step, mais tu cherches aussi à rencontrer ton père. Tu cherches, ça a été un prétexte, on va dire, pour aussi explorer des moments de mon enfance. Ça a été et puis pour parler de plein de choses, mais mais en particulier de ça beaucoup. De mon enfance et de mon père, parce que il m'a donné une conducteur. Voilà, en fait. C'est ça exactement. Et il m'a donné cette porte d'entrée où effectivement les expériences sont rigolotes et tout, mais en toile de fond il y a quand même ça, oui. Oui, c'est pas que je vais aller chez un exorciste. Non, pas du tout même. Enfin, pas du tout. C'est encore une fois la porte d'entrée, c'est qu'à un moment, on me propose ça. Moi, je me dis toujours, je donne toujours sa chance au produit, quoi. On sait jamais. Sur un malentendu. Donc t'as fait plein de trucs, hein. T'as testé vraiment. Oui, je fais plein de trucs, mais comme plein de gens font plein de trucs, mais juste ils le disent pas ou ils osent pas le dire, quoi. Il y a plein de filles qui viennent me voir après en me disant mais moi je fais ça aussi, moi j'ai fait ça, moi aussi ça j'ai fait, et parce que à des moments où on n'est pas bien, c'est tellement facile quand on n'est pas bien de tomber, enfin pas de tomber sous la coupe, faut pas exagérer. Oui, mais c'est pas non plus des gourous pour toi, mais. Oh non, pas du tout. Non, mais je sais ce que je fais, quand je le fais.
Oui. Bon, voilà. T'es assez lucide pour dépenser tout ton argent. Non, mais je dépense pas tout mon argent. Pareil, il y a aussi quelqu'un qui m'a dit, dis non. Je dis déjà, c'est quelque chose. Je raconte ça sur 20 ans. Hein, donc je dépense pas. J'y vais pas toutes les semaines. Hein, c'est assez rare même. Et du coup. Voilà, c'est pas non, c'est pas le premier poste de mon budget. Mais et puis en plus oui, qu'est-ce qu'on disait on parlait de qu'est-ce qui te donne qu'est-ce qui te pousse toi, à un moment donné à aller voir une voyante, quoi? C'est parce que c'est comme une petite thérapie express. En fait, ça fait sentir mieux et puis après ça permet c'est un coup de starter, quoi, quand on va vraiment pas bien. Enfin moi, en tout cas pour moi ça marche comme ça. Là où il faut se surveiller, c'est justement de pas tomber dans un truc, de rappeler toutes les semaines ou de se dire tiens, j'ai besoin de savoir et tout. On a son libre arbitre et évidemment mais il y a des moments où on est quand même amochés, tous quand même, je pense. Et dans ces moments-là, ça peut mettre un petit coup de starter. C'est exactement ça. Moi, je le vois comme ça. Mais tu racontes quand même que t'as fait de la thérapie. Au début j'ai fait j'ai fait de la thérapie, mais pareil, je pense que tout le monde devrait faire ça. Je pense que ça devrait être même remboursé par la Sécu. C'est vraiment bien ça. Enfin, on apprend des choses sur soi et du coup je pense qu'on en sort une meilleure personne quand on tombe sur quelqu'un de bien. Enfin, quelqu'un qui fonctionne. On est un peu moins grippé, quoi. Voilà, mais sinon, donc oui, la thérapie, ça pour le coup, c'est quasiment ça. Je trouve ça une très bonne chose. Mais voilà. Et là j'ai plus envie d'y retourner, par exemple. C'est pour ça que je me dis ce truc-là, parfois parce que c'est le principe, en fait. Tout ça, c'est la même chose. En vrai, c'est le principe de la prière. Et comme là, toi, moi, je suis 100% athée et que, voilà, j'ai jamais prié et que les gens prient moins qu'avant quand même. Ouais. Mais je pense que c'était ça, la prière aussi. C'est-à-dire, c'est un moment, c'est comme la méditation. En fait, toutes ces choses-là, finalement, disent la même chose et vont dans le même sens. Une forme de spiritualité, tu veux dire? Ouais, et c'est-à-dire que ce soit ça, que ce soit une voyante, c'est un moment qu'on prend pour soi déjà. On est seul, on pense à sa vie, à ce dont on a envie, à ce dont on veut plus, et où on essaye de convoquer toutes ces forces pour savoir ce qu'on veut, vers où on veut aller, qui on veut être, et c'est le principe de la prière. Et ça, je pense que de se mobiliser comme ça de temps en temps, c'est ça qui fait aller mieux, en fait. C'est aussi con que ça, en vrai. Tes filles sont venues te voir? Oui. Qu'est-ce qu'elles en ont dit? Elles sont fières. Elles sont très très fières. Elles sont très protectrices de moi. Protectrices? Ouais. Vraiment? Ouais. Dans quel sens? Parce que elles voient bien que c'est un métier de chien quand même. C'est difficile. Que aujourd'hui, alors sur la scène c'est moins ça, mais avec les réseaux, les haters, les machins. Enfin, on a vite fait de s'en prendre un peu et que déjà moi je suis fragilos, donc elles sont hyper heureuses que j'aille au bout de ça, et elles sont mes premières défenseuses. Tu lis pas trop les commentaires de ceux-là sur internet? Non. Alors non. Alors là, jamais. Je me suis jamais googlé. Ma fille, la dernière fois, elle me dit des fois je te google. Je dis mais pourquoi tu fais ça? C'est bizarre. Je l'ai jamais fait moi. Mais j'ai des amis artistes qui le font. Je trouve ça fou aussi de faire ça. Mais pourquoi tu fais ça en fait? Tu sais pas quand t'es né, ou tu sais pas? T'as un doute sur? Non, je dis non. Si on peut s'épargner ça, franchement, non, ça m'intéresse super pas. Après, parfois, on est obligé de le lire parce que parfois, quand les gens vous taguent et tout, voilà, sur Instagram. Mais ça, c'est plus la télé qui déclenche ça, ce qui est pas étonnant en fait, parce que la télé, encore une fois, comme tu disais, on est dans le salon des gens, donc ils s'autorisent. Ils s'autorisent à dire des trucs sans forcément avoir conscience qu'il y a un être humain derrière, c'est ça, ou... Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Je sais pas. Je trouve ça fou, moi, en fait. Mais je trouve ça surtout fou que ce soit si facile de déverser sa bile et si compliqué de contrer ça. C'est-à-dire quand tu veux bloquer quelqu'un ou machin, il faut que 5 comptes différents, il faut signaler, il faut mettre sa carte d'identité, t'es là. Alors que lui, ça lui a pris vraiment 17 secondes d'écrire son truc. Et ça, je trouve ça fou, en fait. Ouais. Je suis pas contre que les gens disent ce qu'ils ont envie de dire, ok, même si c'est ordurier, pour autant qu'ils en subissent eux aussi les conséquences, quoi. Il y a pas de raison que, voilà.
Tu voudrais pouvoir leur couper la chic et dire... Non, mais en plus, il faut se retenir parce qu'évidemment qu'il faut pas répondre. Mais le premier truc, t'as envie de répondre. En général, c'est bourré de fautes d'orthographe. Donc, la première réponse, elle est un peu toujours en... Ouais. T'as envie de leur tendre un bécherel. Mais sinon, non, il faut pas répondre parce que c'est là qu'ils existent, en fait. Et en vrai, ils ont pas à être dans ta tête, ces gens. Tu les connais pas. Donc, mais je pense qu'on serait très surpris de savoir qui c'est. Ça doit être une typologie. Je sais pas qui sont ces gens. Surtout que pour moi, l'expérience que j'ai pu en avoir, c'est que quand tu rencontres ces gens en vrai, ils sont gentils, super gentils. Mais c'est ce qu'elle m'a dit. Mais c'est ce qu'elle m'a dit, ma fille. Elle m'a dit, tu vas voir, en fait, si tu les as en vrai, en fait, après ils s'excusent, ils font non, mais parce que je pensais que, je sais pas ce que tu pensais en fait, mais. Parce qu'en fait, ils considèrent qu'ils parlent à un oui, robot. Ouais, tu vois, oui, DVD, bien sûr. ou... Mais c'est ça qui est très bizarre. Mais je pense qu'on n'a pas encore complètement intégré dans notre cerveau. Donc l'humanité. Ouais, le bizarre de ce truc. Ouais. C'est-à-dire que c'est à la fois très présent. Mais en fait, quand c'est pas là, c'est pas là. C'est-à-dire si tu Instagram, moi je suis à mi-chemin, mais je suis pas du tout, je pense pas du tout être accro. Enfin vraiment, si on m'enlève mon téléphone 3 jours, c'est chiant pour trouver ma route, mais sinon c'est pas, c'est plus ça quoi que le contact avec les gens en fait. Mais pour autant, quand on est en train de faire le truc ou qu'on poste un truc, on voit à quel point ça prend toute la place. Et puis quand on le coupe, c'est plus là dans la rue, c'est pas là, personne t'en parle de ça, c'est très je pense que oui, il y a moyen que ça rende un peu fou quand même. T'as pas l'impression que c'est un peu, en tout cas peut-être ces gens se disent que c'est le prix à payer, tu vois, pour justement, tu sais, avoir ce métier avec, comme tu disais tout à l'heure à Canal, c'est un truc où tu te dis ok, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, etc. Mais c'est déjà le prix à payer, on en paye déjà le prix de ce métier en faisant ce métier. C'est déjà un métier difficile, c'est un métier où on se remet en question, c'est un métier où on se déteste parfois, c'est un métier où c'est dur, c'est un métier où il faut du courage, c'est un métier où on essaye de alors je parle juste par exemple pour quand on essaye d'être drôle par exemple, c'est j'ai jamais compris en plus le mépris qu'a la France par exemple pour les comédies au cinéma et tout, parce que c'est gentil d'essayer d'être drôle en fait, c'est gentil d'essayer de faire rire les gens, c'est quasiment médical en fait, c'est vraiment de la bienveillance en barre en fait, et donc voilà, bon, donc je sais pas eux ce qui mais sans doute que ça leur fait plaisir à un endroit qu'on connaît pas. Comment ? Sans aucun doute. Je crois qu'ils parlent plutôt d'eux que... Oui, bien sûr. Mais, et puis bon, tant pis, voilà. Et je vois que par exemple, mes filles, elles sont beaucoup plus matures que moi sur ça. C'est-à-dire qu'elles, ça les fait rire carrément. Elles les screenent, les messages de haters, elles se les envoient, celles qui ont le meilleur. Et puis c'est là qu'on voit que c'est complètement absurde, parce qu'effectivement, les commentaires, ma fille, j'ai une fille, ma fille aînée, quand elle se met, par exemple, si elle se poste en maillot alors qu'elle est vraiment taille mannequin, elle se prend des commentaires qu'elle est grosse, par exemple, t'es là, non, si elle est grosse, alors qui n'est pas gros quoi. Donc c'est lunaire en fait. Du coup, tu te dis en fait, je sais pas. Oui, comme tu dis, sans doute que ça part d'une douleur à eux. Et qui ferait bien d'aller voir un exorciste. Ouais, dans leur cas, oui, carrément, ouais. Ou déjà un psy, ouais, un peu pour sortir toute cette colère, ou un jogging, tout simplement, peut-être. Un petit footing, ça ferait du bien. Je sais pas. Mais après, voilà, apparemment, c'est l'exercice. Mais c'est bizarre qu'on soit en train de se dire que c'est, c'est comme ça, on doit supporter ça. Parce qu'avant, quand même, quand tu te promenais dans la rue, c'est quand même hyper rare que les gens viennent te voir si c'est pour te déverser de la merde. En général, c'est parce qu'ils t'aiment bien. Oui. Et puis ceux qui t'aiment pas, ils t'aiment pas. On recevait des courriers, mais alors vraiment pareil, là, il faut se mettre en frais. Faut se faire chier, faut se faire chier, un courrier, machin, voilà. Et donc, tu le sais qu'il y a des gens qui t'aiment pas, tu le vois sur les critiques hallucinées, les machins, mais c'est ponctuel. Mais là, ce truc quotidien de, écoute, c'est comme ça. Pour le moment. Faut apprendre à vivre avec. Et comme tu dis, sans doute, en fait, la génération de tes filles, moi j'ai des filles qui ont à peu près l'âge des tiennes, tu vois, elles vont vivre avec en fait. Donc il y a un truc vraiment de détachement peut-être. Mais je pense que quand même ce serait pas mal de légiférer ou de faire quelque chose là-dessus quand même. Clairement. Juste pour ça quoi, quand ça prend des proportions, quand c'est quelqu'un qui dit qu'il aime pas ta gueule, ok, ou je sais pas quoi.
ou qui descend tout ton Instagram, tu vois, tout d'un coup, qui se met à commenter chaque photo avec une... T'es là, bon, écoute, moi, en fait, je supprime et je supprime leurs commentaires et je bloque. Bon, bah oui, voilà, en fait, c'est comme si tu rentrais chez moi et tu venais pisser contre les murs, bah en fait, je ferais pareil, quoi. Oui. Je te mettrais dehors et voilà. Donc, c'est ce que je fais. Mais oui, je pense que quand même, ce serait pas mal ouais. Juste qu'ils puissent se taper la honte qu'ils cherchent à mettre aussi, juste ça, quoi, qu'on puisse juste les exposer, que ce soit pas aussi anonyme que ça. Je sais pas ce qu'il faudrait faire. Hein, et tu disais tout à l'heure, faut que ces gens ils soient pas dans ta tête. T'as l'impression qu'ils y sont, toi, dans ta tête, quand t'écris ou quand tu... Ah non, okay. Non, c'est parfois, mais j'en ai pas à des masses, en fait, parce que je suis pas assez connu. Je pense que ça va plus ça va avec la notoriété. À mon avis, c'est le prix de la gloire, finalement. C'est le marqueur. Ouais. Non, je sais pas, j'en sais rien. Oui. Est-ce que tu as la sensation que d'avoir fait ce spectacle, d'avoir écrit ce bouquin, ça t'a finalement rapproché de ton père? T'as la sensation d'avoir avancé par rapport à ça? Oui, je pense que je pense que le travail se fait. Oui, j'ai l'impression, ouais. Si. Et ça, qu'est-ce que peut-être c'est très perso, tu vois, j'en sais rien, mais est-ce que tu as la sensation que ça a réparé un truc chez toi, chez la petite fille? Oui, clairement, ça apaise. Non, mais si, mais moi, franchement, comme quoi, finalement, quand même, de chercher à aller mieux, rien que ça fait aller mieux. Je le vois par rapport à d'autres gens de la même génération qui ont pas travaillé sur eux, qui avaient aussi des soucis de légitimité ou de quoi, ou d'abandon. Je sais pas, on a tous nos trucs. Et ceux qui ont rien fait et qui ont juste attendu que ça passe, en fait, les douleurs, elles se calcifient et donc on devient con, en fait. Alors que je dis pas que je suis pas con, mais juste que moi, en tout cas, je me sens plus. Oui. Tu vas mieux. Ah oui. Non, mais moi, j'étais un puits d'angoisse avant. Hein. Même le débit de parole, en fait, c'est drôle ça, parce que souvent on me disait non mais parce que j'avais tendance à je parlais comme ça, je reprenais ma respiration comme ça, ça se bousculait dans ma tête, je finissais pas mes phrases parce que j'étais cette espèce de lapin dans les phares et ça. Oui, ça s'est apaisé quand je dis sur scène que j'ai plus peur. C'est vrai, j'avais peur de tout avant. J'avais peur de la maladie, j'avais peur. Et maintenant, non, j'ai plus peur parce que la peur n'éloigne pas le danger. Donc, on aura bien le temps d'activer le bouton panique quand il s'agira de paniquer. En fait. C'est la maturité. Ouais, peut-être, sans doute. Bah, au moins que ça serve à ça. Quoi. Déjà que c'est chiant à tous les égards. T'aimes pas vieillir? Ah non. C'est vraiment une activité nulle. Hein. Oh bah non, à part avoir mal, t'as une sciatique, tous les matins tu travailles avec une douleur, t'es là, ah d'accord, donc ça, ok. C'est nouveau. non, mais et l'avantage c'est ça, c'est le grand calme, intérieur quand même, je trouve. Mais non, sinon, bon, c'est pas une passion. Oui, non. C'est pas une passion du. Non. Merci beaucoup, Anne. On a fait le tour. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené dont t'aurais aimé parler? Ah non, moi je me laisse guider. Hein, tu sais ce que je dis. Ouais, non. Moi je peux parler de tout. Hein, alors attention. Je mettrai tous les liens pour venir te voir à la Scala, c'est ça, à Paris, dans le 10e arrondissement, si je me trompe pas. Tu joues le vendredi, samedi et dimanche. Ouais, vendredi, samedi à 21h15, dimanche à 16h30. Voilà. Jusqu'au 2 avril. Hein, donc il va falloir y aller. C'est tout de suite. Un grand merci à toi en tout cas pour cet entretien avec toi, c'était trop chouette. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.